Nous allons donc aujourd'hui commencer une série qui va être consacrée à l'économie. Et cette série, nous la commençons dans un lieu du culte de l'ancienne religion, parce que nous allons vous parler de la nouvelle religion. Et ce lieu du culte de l'ancienne religion, il est déserté, il n'y a plus personne. Par contre, nous vous parlerons des lieux du culte de la nouvelle religion où se pressent les gens en masse, y compris le dimanche, à l'heure habituelle. Alors, cette série consacrée à l'économie va tourner autour d'un problème, on en verra plusieurs, mais essentiellement d'un problème. Pourquoi faut-il sortir de l'économie? C'est ça le thème essentiel. Pourquoi faut-il imaginer une alternative à l'économie plutôt qu'une économie alternative? Une économie alternative qui, au cours du temps, a pu porter plusieurs noms: économie verte, sociale, socialiste, solidaire, etc., etc. Voilà. Alors, pour comprendre cela, pourquoi faut-il sortir de l'économie? Nous allons vous présenter l'économie. L'économie comme un système de domination. Comme un système de domination, c'est-à-dire nous allons vous parler de cette chose qu'est la domination économique, ou précisément de la constitution d'une forme de pouvoir, d'une forme de gouvernement, la constitution du gouvernement économique. Gouvernement autoritaire que nous définirons d'une manière assez précise par la suite, mais comme despotique. Il ne s'agit pas d'une dictature, il ne s'agit pas d'un autoritarisme militaire ou je ne sais quoi. Non, nous parlerons de despotisme et nous essaierons de comprendre ce qu'il s'agit de despotisme. Et en particulier, quand nous définissons bien entendu l'économie comme gouvernement despotique, nous voulons dire elle est incompatible avec tout ce qui peut être nommé par ailleurs démocratie, liberté, autonomie, enfin tous les mots qu'habituellement on accole à l'économie. Voilà. Alors, par exemple, ce que nous allons faire implique que pour étendre une fédération de communes libres, eh bien, il faut sortir de l'économie. Et ceci, pour nous, est important parce que c'est contraire à ce que pouvait penser un certain anarchisme proudhonien. Nous allons essayer de penser à rebours de Proudhon. Pas seulement, bien entendu, à rebours de Proudhon, mais en particulier à rebours de Proudhon. Comment imaginer une fédération de communes qui ne soit pas une organisation économique, alors que dans le proudhonisme classique, une fédération de communes est toujours une organisation économique basée sur des échanges équilibrés, sur de la concurrence loyale, sur des marchés libres, même à la limite dans des formes qu'on pourrait imaginer nouvelles, en quelque sorte. Bon. Et bien entendu, vous savez, enfin, c'est quelque chose de très important, que le proudhonisme ou l'anarchisme proudhonien voyait bien entendu l'équité économique comme ce qui était à la base de la justice sociale. Et c'est ça que nous voulons casser, en quelque sorte. Pas seulement ça, mais c'est quand même cette idée essentielle que nous voulons casser. Alors, bien entendu, pour bien comprendre ce que peut signifier ce qui a priori paraît mystérieux, la sortie de l'économie, c'est quoi ce truc-là? Je veux dire, a priori, on se dit, c'est pas une sortie de métro ou quelque chose dans ce goût-là. Il paraît même a priori évident, on ne peut pas sortir de l'économie, on y reviendra, bien entendu. Mais bon, donc pour penser cette mystérieuse sortie de l'économie, opposé à ce qu'on pourrait appeler rapidement d'abord l'anarchisme proudhonien, nous allons être obligés de faire des détours, et en particulier des détours par ce que habituellement on appelle la science économique, et que moi je vous présenterai sous forme d'une dogmatique religieuse. Bon. Donc pourquoi ce détour? Bien parce que justement ce qui s'appelle science économique, c'est le discours de cette technocratie économique, de ce pouvoir despotique dont je vais vous parler, et qui permet de le stabiliser, qui permet de le transformer en quelque chose de reçu par tout le monde comme une nécessité. Voilà. Donc un détour absolument nécessaire. D'autre part, ce détour, comment dire, il va être extrêmement important parce que c'est un détour par une présentation de l'histoire de la pensée économique qui n'est pas habituelle, qui est celle qu'on a l'habitude d'appeler théorie néoclassique, école de Lausanne, avec Walras, Pareto, etc., sur lequel je reviendrai. Mais pourquoi ces gens-là? Parce que ces gens-là,
ils ont été formés à l'économie à l'époque de Proudhon, ils ont beaucoup lu Proudhon, et en particulier Walras, le père, il y a eu un père Walras, il y a eu un fils Walras. Le père Walras a beaucoup écrit à Proudhon, il a rencontré Proudhon, ils ont beaucoup discuté. Donc c'est vraiment très important de voir ce passage entre l'anarchisme proudhonien et cette théorie technocratique. Comment c'est possible ça? C'est ça qui est important, si vous voulez, à comprendre. Alors, et d'une manière plus globale, disons, pour aller plus loin en arrière, en quelque sorte, cette espèce de technocratisme économique qu'on peut faire remonter jusqu'à l'anarchisme proudhonien, il nous renvoie à quelque chose qui est la physiocratie. La physiocratie, c'est l'origine véritable de l'économie à la fin du XVIIIe siècle, et il faut passer par là parce que ce sont ces gens-là qui ont inventé l'idée que l'économie ne pouvait véritablement fonctionner que si elle était appuyée ou si elle était organisée comme un régime politique de despotisme. Voilà, c'est pensé, écrit, développé autour des années 1750. Donc ça nous renvoie très très loin, et un siècle après on va le retrouver, enfin, etc. Voilà. Bon. Donc ce que nous allons expliquer, c'est que le libéralisme, puisque les physiocrates sont les inventeurs de la formule laisser faire, laisser passer. Donc le libéralisme économique est un libéralisme technocratique, et bien entendu un libéralisme technocratique qui est obligatoirement lié à une forme autoritaire de gouvernement que je vais appeler, bien entendu, despotisme. Et j'ai parlé de l'anarchisme, j'aurais pu parler de ce truc qui se vend sous le nom libertarien, libertarianisme ou je ne sais pas quoi, qui est un plus fol économisme encore. Hein, je veux dire, on aura l'occasion, bien entendu, de voir ces choses-là. Alors, la série elle-même, comment dire, elle va être découpée. On va la découper en 3 phases, en quelque sorte. Une première phase qui introduira l'idée de domination économique ou de despotisme économique. Une deuxième phase qui développera cette espèce de généalogie dont j'ai essayé de vous parler, et je voudrais en rajouter un petit mot parce que c'est très important. Il y a des généalogies qui sont présentées habituellement de l'économie, dans lesquelles on va nous donner les noms de Smith, Ricardo, Marx, Keynes. Bien, cette généalogie-là, elle va complètement disparaître. Je vais la remplacer par une autre complètement iconoclaste, dans laquelle nous allons avoir les physiocrates, Proudhon, les néoclassiques, et pour arriver à l'époque absolument moderne, les derniers prix Nobel d'économie, qui sont les disciples de toute cette école-là, de toute cette succession de pensées qui se trouve, bien entendu, ici. Et le dernier chapitre, donc, où la dernière partie de la série sera consacrée à donner des exemples de domination économique, si vous voulez, précis. Et bien entendu, je voudrais en commencer un tout de suite pour bien montrer l'importance, enfin, de la chose, en quelque sorte, du débat qu'il peut y avoir autour de cela. C'est l'économie sociale et solidaire. Bon. L'économie sociale et solidaire, c'est une forme d'économie, et elle se présente comme économie. En quoi cette économie sociale et solidaire, qui peut se prétendre alternative, comme je l'ai déjà dit, est-elle vraiment quelque chose de différent de l'économie? Eh bien, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'elle n'est pas différente. Elle rentre dans ce moule de l'ensemble technocratique de l'économie ou de l'ensemble despotique de l'économie, et donc à partir de là, on peut la critiquer ou on peut essayer de la comprendre à partir des mêmes outils que nous allons utiliser pour comprendre l'ensemble de l'économie. Nous allons donc aborder maintenant le premier épisode de la série. Ce premier épisode de la série va être consacré à commencer à introduire la compréhension de l'économie comme société despotique, comme système de domination. Donc nous allons parler de la constitution du gouvernement économique, que parfois on appelle néolibéral, mais bon, nous allons parler de cette constitution. Et le premier thème que nous allons rencontrer dans cette constitution, dans cette formation, c'est ce que j'appellerais le grand conformisme. Comment amener l'ensemble des individus à se comporter de la même manière, d'une manière uniforme. Et nous allons voir que ce comportement uniforme, cette manière uniforme, elle porte un nom absolument savant en économie et qu'il est important de décrypter. On appelle ça la valeur. Alors,
Parler d'économie, c'est d'abord, hélas, parler de propagande. Même de propagande massive, et de propagande massive dans un régime politique qui se nomme démocratie, ce qui peut paraître absolument contradictoire. D'une propagande massive qui fait de nous des espèces de perroquets qui avons l'habitude de répéter des slogans économiques, etc. Et l'objectif, bien entendu, de cette série et de cet épisode en particulier, c'est de casser ces stéréotypes, etc., de les détruire, si vous voulez. Nous sommes donc obligés de revêtir la tenue du casseur. Voilà, la tenue du casseur, autrefois, on aurait dit d'un gros mot, iconoclaste. Bon, c'est-à-dire, je viens avec mon marteau, j'ai les slogans de l'économie et je vais leur taper dessus, si vous voulez. Bien entendu, l'objectif n'étant pas simplement celui-là. C'est pourquoi nous cassons les slogans de l'économie. Nous cassons les slogans de l'économie parce que nous voulons présenter l'économie comme une forme politique particulière, comme un type particulier de commandement, disons cela comme ça, si vous voulez, pour ne pas nous répéter, et en particulier, un type particulier de commandement avec sa religion. C'est pourquoi nous sommes dans l'ancienne Église, en quelque sorte. La nouvelle Église, elle n'est plus là. Mais bon, donc nous allons parler de religion. Économie et religion. L'économie, c'est la religion des temps modernes, c'est même la religion de l'époque actuelle et sans doute du futur, hein, pour le dire comme ça, si vous voulez. Donc, il ne s'agira pas tellement de démonter les mensonges de l'économie. Certes, il y en a plein à l'appel, etc., dans les statistiques et tout ce qu'on peut imaginer, mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Il ne s'agit pas de démonter les mensonges de l'économie, que de voir que la présentation habituelle de l'économie est grossièrement mensongère. C'est plutôt ça qui est important, c'est la présentation de l'économie qui est grossièrement mensongère. Elle est grossièrement mensongère parce que son objectif est de cacher à la vue de tous ce qu'est effectivement l'économie. Et pourtant, je veux dire, c'est extrêmement simple. Quand vous prenez le mot économie, vous l'écrivez le mot économie, vous écrivez économie. Voilà, le mot nomie, il y a le mot nomos, c'est-à-dire le mot ordre. Qu'est-ce que ça veut dire économie? Ça veut dire je mets de l'ordre dans ma maison. Et ce qui est bien entendu le plus important, c'est le mot ordre. L'économie, prenez la différence avec la écologie, sociologie, anthropologie, il y a des logis partout, sauf l'économie où il y a nomie, parce que l'économie ne s'intéresse pas en quelque sorte à un descriptif de ce qu'est le monde, et ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui intéresse l'économie, c'est la politique, c'est une forme technocratique de pouvoir, disons très nouvelle, qui a été inventée au XVIIIe siècle et qui se déploie, etc., etc. Mais c'est le pouvoir, c'est ça qui intéresse, c'est ce qui est dit dans son nom, économie si vous voulez. Alors, bien entendu, dans l'ensemble de ces slogans, dans l'ensemble de ces stéréotypes qu'il faut casser, il faut commencer peut-être par celui qui est le plus pervers. Peut-être celui qu'il faut commencer à casser dès le début. Le plus pervers, c'est que l'économie serait, et ce sera une contradiction dans les mots, mais bon, le règne de la liberté. Voilà, c'est le premier chose. Alors bien entendu, entre règne et liberté, il y a une sorte de contradiction, mais bon, parce que règne, ça renvoie au roi, ça renvoie à l'autorité, et la liberté, bon, bien entendu. Alors, nous avons tout cet ensemble de termes qui sont économie, laisser-faire, marché libre, concurrence des égaux, démocratie, voire démocratie populaire, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, toute une série de termes qui sont noués. Et tous ces termes ont une fonction idéologique, tous ces termes libéraux ont une fonction idéologique, c'est-à-dire véritablement de nous faire croire que nous sommes dans un monde de créativité, d'innovation, de libre choix, etc. Toute la panoplie de la propagande habituelle, etc. Alors, par rapport à cela, la question, c'est pas, comme on le voit habituellement dans ces faux débats qui se présentent habituellement, de savoir si ce qu'on appelait autrefois l'économie socialiste, etc., était une économie policière ou une économie terroriste ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas de sens, puisqu'on verra bien entendu que l'économie socialiste, c'est une économie comme une autre, etc. Non, le problème, c'est plutôt de voir si l'économie, c'est-à-dire celle dans laquelle nous sommes, appelons-la libérale, si vous voulez, pour simplifier les choses, pour aller plus vite, si cette économie elle-même n'est pas policière. Si ce n'est pas elle qui est policière, si ce n'est pas elle, bien entendu, qui est autoritaire. Et puis, employons ce mot que j'essaierai d'éviter la plupart du temps, totalitaire. Il y a des livres qui ont été écrits sur le totalitarisme de marché. Donc, bon, on peut faire comme ça. Donc, il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Il faut commencer par casser cette idée selon laquelle l'économie serait un système de liberté, etc., etc.
Et pour ce faire, si vous voulez, il n'y a rien de mieux que de remonter aux fondateurs de l'économie, que sont les physiocrates. Les physiocrates, c'est, employons le mot de l'époque, une secte de personnes qui, à la mort du roi Louis XIV, quand la France, enfin disons les élites de la France en ont eu assez de cet autoritarisme chrétien, etc., se sont mis à faire des fêtes, etc., le libertinage, la liberté, le libéralisme, voilà, tous ces termes qui sont liés à l'époque, si vous voulez, et les physiocrates se placent, bien entendu, dans ce cadre, et disent... nous allons penser une économie libérée, nous allons penser une économie non organisée, anti-colbertiste, allez, pour faire français, si vous voulez, mais bien entendu. Et ils vont étudier cela. Et ce qu'ils vont expliquer est quelque chose de très important. Ils vont expliquer qu'une économie libre, une économie de marché libre, etc., elle ne peut pas fonctionner, elle est incapable de fonctionner si elle n'est pas un système politique, si elle n'est pas une religion civile, tout ça à la fois, et si elle n'est pas autoritaire. Le problème des physiocrates va être d'essayer de lier, de combiner à la fois cette espèce d'idée de liberté du marché, le marché libre, et la non-liberté des gens qui seraient sur le marché. Parce que voilà ce qu'il faut comprendre. Nous allons comprendre que si le marché est libre, les agents qui font fonctionner un marché libre, et pour qu'il soit libre, cette institution, eux, ne doivent pas être libres, mais au contraire, comme je l'ai dit dans le titre, bien conformés, bien disciplinés, bien préparés, enfin bon, éduqués, allez, vous mettez le mot que vous voulez. Alors, maintenant, pourquoi caractériser l'économie la plus contemporaine sous le nom de despotisme éclairé, même si l'on veut, pourquoi pas, puisqu'il y a une science économique derrière, etc. Despotisme éclairé, c'est un mot qui convient parfaitement. Eh bien parce que ça semble être un archaïsme. Et c'est fabuleux les archaïsmes, parce que cet archaïsme, si vous voulez, définit complètement le monde dans lequel nous sommes. Finalement, le monde dans lequel on est, il est archaïque. Il est archaïque, on va voir qu'il est organisé par des dictates, par des discours obligatoires, par des comportements qu'on doit respecter, etc. Et nous allons petit à petit comprendre qu'il s'agit d'un nouveau monde religieux. Nous allons comprendre qu'il s'agit d'un monde religieux. Alors maintenant, ce monde a été constitué. Il n'est pas arrivé spontanément, comme ça, par miracle, etc. Ce monde a été constitué. Et à quoi correspond? Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Constitution, hein, c'est impossible, ce serait une histoire économique beaucoup trop longue, donc je ne le ferai pas. Par contre, je vais essayer de répondre à la question qui est à quoi répond cette Constitution? Eh bien, je veux dire, en fait, la Constitution économique, la Constitution de l'économie ou du marché libre, etc., répond à une question politique. Une question politique qui est comment, dans un monde laïque, dans un monde où il n'y a plus de religion, comment, dans un monde de cette sorte, on peut assurer une unité entre les gens? Comment peut-on conserver une unité politique dans un monde où, a priori, il semble qu'il n'y ait plus d'unité du tout? Où est-ce qu'on va trouver la nouvelle unité? Voilà. Hein? Et ça, c'est très, très important. L'économie, depuis 1750 jusqu'à maintenant, et sans doute encore pour le futur, ça va être une recherche absolument désespérée ou exaspérée, enfin peu importe, une recherche vraiment fébrile de comment trouver l'unité, comment constituer l'unité. Alors, au XIXe siècle, il y a eu dans cette construction de l'unité deux choses qui se sont développées parallèlement. L'unité nationale, le nationalisme, qui permettait de réunir les gens avec, bien entendu, cette puissance absolument extraordinaire qu'on connaît, qui est la possibilité de faire tuer 1 million de personnes en 4 ans sur les champs de bataille, etc. C'est vraiment quelque chose de prodigieux. Bon, on doit le reconnaître en tant qu'économiste, une efficacité absolument redoutable, etc. Mais, bon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, si vous voulez, ce truc-là. En plus, après, il a bien montré ses limites, etc. Il faut donc trouver un autre moyen d'unification, un autre moyen de réunification qui soit à la fois plus long, à un effet plus long, qui soit à la fois plus performant, etc. Et ça va être l'économie. On a trouvé l'économie. Et les physiocrates, donc ces gens de 1750, dans lesquels les recettes vont s'appliquer en fait à partir de 1850 seulement, vont penser vraiment cette idée selon laquelle l'unification du royaume, ils étaient encore les agents du royaume, l'unification du royaume va se faire par l'économie. Elle ne va pas se faire par autre chose. Et ils pensent véritablement l'économie comme toute une série de choses dont l'essentiel, en quelque sorte, est dogmatique, doctrinal.
il faut un dogme commun. Pour que les gens vivent en commun, il faut qu'ils respectent un certain nombre de choses, qu'ils croient ensemble. Voilà, cette fameuse religion civile dont je vous ai parlé. Et pourquoi je vais insister sur ce côté religieux de l'économie. On ne peut pas comprendre l'économie si on ne voit pas d'abord que c'est une religion. C'est quelque chose de très important. Alors maintenant, qui porte, si vous voulez, qui supporte en quelque sorte cette constitution, bien entendu? Eh bien, c'est une alliance un petit peu disparate, comme toutes les alliances. Il va y avoir le nouveau roi, Louis XVI en l'occurrence, qui est un peu exaspéré par ce qu'avait fait son arrière-grand-père, ou je ne sais pas quoi, Louis XIV, un peu trop autoritaire. Bon, on va avoir un régime plus libéral, allez, pour dire les mots comme ils sont. Bon, il va y avoir donc la cour du roi, qui aime bien les fêtes, les bals, etc. Donc le christianisme le bol, enfin, etc. Bon, voilà, toute une série de choses comme ça. Et puis, bien entendu, il va y avoir toute une série de marchands, il va y avoir toute une série d'industriels, il va y avoir toute une série d'entrepreneurs, ceux qu'à l'époque on appelait les concessionnaires. Je retiendrai ce mot parce que c'est important. Nous sommes encore dans un monde de concessionnaires. Bien comprendre que les entreprises ne fonctionnent pas si elles ne sont pas liées à l'État. C'est des concessions de pouvoir public. Vous voyez, c'est quelque chose, une entreprise ne peut pas fonctionner si le pouvoir ne lui a pas délégué une part de son pouvoir, une part de sa puissance, une part de son autorité. L'autorité dans une entreprise, par exemple, c'est l'autorité de l'État déléguée à l'intérieur d'un lieu clos, en quelque sorte, voilà, où l'individu, le patron, comme on disait autrefois, exerce son autorité à la place de l'État, mais dans un système carrément étatique, même s'il est en tout petit, une petite chose étatique, si vous voulez. Donc, une alliance de concessionnaires, de camelots, à l'époque, on disait comme ça, les marchands, on disait des camelots, une alliance de camelots, et ce personnage absolument fantastique de l'économie qui est le financier. Le financier. Vous savez tous que la fin de l'ancien régime français s'est terminée à partir du moment où des financiers suisses sont venus se mêler, bien entendu, des finances publiques et que ça s'est un peu mal terminé de ce point de vue-là, etc., par une situation dont nous sommes exactement la même à l'heure actuelle. Du reste, il n'y a strictement aucune différence. Puis des financiers suisses et des financiers, on ne sait pas trop d'où, mais ça n'a pas d'importance, si vous voulez. Mais le personnage du financier, bien entendu, va être très important. Donc, concessionnaires, camelots, financiers, ils organisent quelque chose qu'autrefois on appelait la main droite du roi. Hein, la main droite du roi, c'est-à-dire ceux qui agissent en place du roi, ceux qui ont tous les pouvoirs délégués du roi, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont en échange? Ils ont quelque chose d'absolument formidable en échange. Ils ont le pouvoir régalien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, le roi a besoin d'eux, eux ont besoin du roi, ils font une alliance, ils font une organisation, un comité, ils font quelque chose dans lequel ils se réunissent, etc., dans lequel il y a un partage de pouvoir, une circulation de pouvoir, parce que le pouvoir, il circule en fait, il ne se partage pas, il circule, etc., bien entendu, etc. Par exemple, nous avons inventé dès la fin de l'ancien régime, mais ça remonte bien entendu avant, mais les emprunts gagés par les revenus fiscaux. Hein. Pourquoi des financiers étrangers peuvent-ils prêter de l'argent à un royaume ou une république, bien entendu, parce qu'on sait que cette république a un pouvoir régalien de prélever des impôts et donc après elle va pouvoir rembourser les emprunts. Enfin voilà, bon, donc le financier sait qu'il s'appuie sur ce pouvoir de l'État pour avoir des recettes qui vont rembourser ses emprunts. Ensuite, bien entendu, quelque chose de très important, à partir du moment où l'État a besoin de rembourser des emprunts ou fait des emprunts, etc., il va monétariser l'économie petit à petit. La monnaie, par tous les pores de l'économie, va rentrer et l'État va rendre obligatoire la monnaie. Donc nous allons avoir une obligation des échanges monétarisés. Et l'obligation des échanges monétarisés, elle se fait d'une manière alors extrêmement simple. C'est du jour au lendemain, je décide que le Pékin de base va payer son impôt en monnaie. Il ne m'amènera plus des poulets, il ne m'amènera plus des œufs, il ne m'amènera plus je ne sais pas quoi, ou il ne m'amènera plus la corvée. Enfin, quelque chose. Non, 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 ça c'est terminé. Je ne veux pas de la corvée, je ne veux pas du travail des choses. Amenez-moi du fric. Et alors, bien entendu, comment va faire le paysan, etc., pour payer l'impôt en monnaie, etc. Bah, il va devenir à son corps défendant un marchand, il va devenir à son corps défendant quelqu'un qui va produire pour le marché, etc. Donc le système de l'impôt, donc du pouvoir de l'État, bien entendu, est extrêmement capital dans cette constitution du système économique, si vous voulez, bien entendu. Et puis, bien entendu, ce crédit public, à quoi il sert? Pourquoi l'État fait-il des emprunts? Bah, surtout à l'époque, mais ça n'a pas changé. Il fait des emprunts, pourquoi? Bah, parce qu'il construit des armements.
Hein. L'armement, et les statistiques le montrent à l'heure actuelle, c'est quoi les États-Unis? C'est le premier pays au monde avec des armements, avec des budgets d'armement qui représentent l'ensemble de tous les budgets d'armement de tous les autres États. Enfin voilà, donc les armements, c'est quelque chose qui se paye par l'intermédiaire des impôts, par l'intermédiaire des emprunts, par l'intermédiaire du pouvoir public. Et les armements, c'est quoi? C'est ces fameux concessionnaires, les producteurs d'armes, les Schneider en France par exemple, pour revenir à quelque chose d'ancien, etc. Vous voyez, bon, c'est quelque chose de décisif si vous voulez. Alors maintenant, vous voyez, je vous ai parlé d'espèces de circulation de pouvoir, etc. Le mot circulation est très important en économie. L'économie fonctionne sur la base de circuits monétaires, évidemment, ça c'est la première base, je donne de l'argent qui circule, etc., qui se déplace. Mais comme j'essaye de vous l'expliquer rapidement, disons, ces circuits monétaires sont des circuits de pouvoir. Ils ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas derrière un pouvoir qui les stabilise, qui les tient, etc. Par exemple, ce truc bête et stupide, si vous voulez, qui est tout simplement la propriété et le droit fondamental protégé par la police, sur lequel on ne peut pas discuter, sur lequel on ne peut pas transiger, c'est absolument impossible, il n'y a rien à faire, etc. Vous voyez, bon, il y a un certain nombre de règles de circulation, c'est ça qui est important, un certain nombre de circulations monétaires, de pouvoir, etc., qui sont bien entendu à la base. Alors, maintenant, si on devait chercher le nœud de l'économie, hein, qu'est-ce qui est dans son centre, là, ce que j'ai essayé, bien entendu, d'introduire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait l'unité? Qu'est-ce qui fait l'unité des circuits? Comment on est capable d'unifier les circuits? Bien entendu, la réponse, elle est très simple. Ça s'appelle la monnaie. La base de l'économie, c'est la monnaie. Hein, j'ai essayé de vous le présenter très rapidement avec cette idée de l'impôt monétaire, etc., des emprunts, voilà. Bon, on a déjà de la circulation monétaire. Ce qui est extrêmement important, c'est la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire, la monnaie? Qu'est-ce que c'est que la monnaie? C'est un terme flou, mais qui peut se définir d'une manière très simple, à la fois compliquée, mais très simple. L'économie, c'est d'abord de la comptabilité. Chaque personne tient des comptes, chaque personne sait ce qu'elle dépense, qu'elle reçoit, etc. Elle tient des comptes. Alors je veux préciser une chose immédiatement pour qu'il n'y ait pas d'erreur. On a l'impression que seules les entreprises tiennent des comptes et qu'il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas des comptes. En fait, c'est complètement faux. Grâce aux banques, tout le monde, y compris ceux qui ont l'impression de ne pas tenir compte, de tenir des comptes et de ne pas tenir compte des comptes, tout le monde tient des comptes. Ça n'existe pas. Une personne qui ne tient pas de compte. Même celui qui ne sait pas compter, il tient des comptes, il y en a un qui va les tenir à sa place. Donc, et puis on lui fera remarquer, le jour où, bien entendu, il aura fait un chèque en bois, etc., monsieur, etc., vous voyez ce que je veux dire, soit-il l'analphabète le plus total, etc., il aura parfaitement compris très vite. Enfin, bon, voilà. Donc, si vous voulez, vous avez des comptes. À la base de l'économie, vous avez des comptes, des écritures, etc. Mais ce qui est important, ce n'est pas les comptes. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'unité des comptes. C'est ça qui est important. Comment je peux échanger avec monsieur, comment je peux transiger, transacter, faire tout ce que je veux avec monsieur, si il n'y a pas une unité des comptes. Cette unité des comptes, bien entendu, c'est l'unité des circuits et ça s'appelle purement et simplement une interconnexion des circuits. Voilà. L'économie n'existe que par l'interconnexion de tous les circuits. Alors cette interconnexion, elle peut être nationale, elle peut être plus globale, elle peut être mondiale, à la limite ça n'a aucune importance puisque par exemple de nos jours, ces niveaux d'interconnexion, j'en reste à cela parce qu'on pourrait rajouter le local, ça n'a pas d'importance, les fameux CEL, etc., c'est des interconnexions locales, mais on pourrait rajouter local si vous voulez, national, européen, mondial, etc. Tout ça c'est aussi, il y a une interconnexion d'interconnexion, etc., etc. Et c'est ça qui permet l'économie. L'économie c'est l'unité, l'interconnexion, la possibilité d'imposer à tous une forme de comptabilité commune, disons pour simplifier, une monnaie commune. Alors une monnaie commune, ça ne veut pas dire que tout le monde utilise l'euro, tout le monde utilise le dollar, etc. Non, non, non. Ça veut dire que tout le monde compte. Ça veut dire que tout le monde évalue en termes d'une monnaie particulière. Par exemple, comment peut-on transformer de l'euro en dollar? Comment peut-on transformer de l'euro en rouble, en n'importe quoi, si vous voulez. L'échange, le problème du change. Le problème du change, c'est tout simplement parce que toutes les monnaies, quelles qu'elles soient, forment une unité dans laquelle on peut les transformer les unes dans les autres. Bon, et c'est ça qui est important. Encore une fois, bien entendu, c'est cette unité. Alors, l'économie, c'est donc un système d'unification. Le grand unificateur que recherchaient les pouvoirs politiques depuis si longtemps, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé dans l'économie et, bien entendu, depuis 200 ans, je pense qu'ils ne sont pas prêts de leur échapper, hein, en quelque sorte, ce grand pouvoir, etc., bien entendu. Alors, maintenant, d'une manière un petit peu plus technique,
On va essayer de rentrer dans le vocabulaire de l'économie pour essayer de le démonter, si vous voulez. On a vu à peu près l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre, mais ce n'est pas comme ça que les économistes s'expliquent en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la monnaie, si vous voulez? Derrière la monnaie, il y a donc cette unité, il y a l'idée qu'on est capable de mesurer toutes les choses. Toute chose, quelle qu'elle soit, se mesure en monnaie. Alors je vais vous donner un exemple très très simple. Au lieu de prendre des choses, je vais prendre des hommes, des femmes, etc. Hein, voilà. Eh bien, tout homme, toute femme est mesurable en termes monétaires. Est mesurable, inscriptible dans un compte, ça peut prendre différentes formes, ça peut bien entendu s'appeler le salaire, le truc bêtement est simplement le salaire, ça peut s'appeler la prostitution, ça peut s'appeler absolument tout ce que vous voulez, mais vous savez que le mot prostitution est un mot très générique, toute personne qui travaille est une sorte de prostituée, donc bon, donc de toute façon, ça peut prendre des termes généraux, mais ce qui est très important, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout simplement la transformation d'une personne en ligne de compte. Voilà, et elle n'existe que comme ligne de compte. Une personne qui n'existerait pas comme ligne de compte, socialement, elle n'existe même plus du tout. On va être obligé de la subventionner, de la mettre au RSA, c'est-à-dire de lui donner de la monnaie pour qu'elle existe. Vous voyez, donc vraiment, monnaie et existence, pour l'économie en tout cas, c'est quelque chose d'absolument indissociable. Eh bien, je dirais ce truc qui est l'évaluation en monnaie de toutes les choses, de toutes les personnes, etc., ça porte un grand nom, ça s'appelle la valeur. Ça s'appelle la valeur, l'évaluation. Nous sommes en train de tout évaluer, nous sommes en train de tout mesurer. Ça s'appelle purement et simplement. C'est pourquoi, généralement, les économistes vont parler de l'analyse de la valeur, de la théorie de la valeur, etc., qui n'est rien d'autre que de disserter sur cette unité de compte, sur cette unité de mesure qui permet ensuite quoi? Alors, qu'est-ce que permet cette unité de mesure? Ben, elle permet les classifications, elle permet les hiérarchisations, elle permet les comparabilisations, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, essayons d'expliquer par un petit exemple qui est en fait une critique très gentille de Marx, sans le dire, hein, qui est... dans la société féodale, Marx nous dit, on voyait le pouvoir, il apparaissait évident en quelque sorte parce qu'il y avait la corvée et que le seigneur, par exemple, pouvait dire aux paysans de son coin, enfin de son domaine, bien entendu, de son économie, il pouvait dire à ses paysans, le samedi et le dimanche, vous viendrez travailler chez moi, ça s'appellera la corvée. Donc là, Marx nous dit, vous voyez, ça se voit d'une manière absolument évidente. Bien moi, je réponds, mais il n'y a rien de plus évident que l'évaluation monétaire des personnes, parce qu'ils sont vraiment hiérarchisés du haut jusqu'en bas. Le riche, on le voit tout de suite, ça va être marqué. Le riche, il est millionnaire, le riche, il est milliardaire. Le type un peu plus pauvre, on va savoir combien il gagne, etc. Et tout le monde se précipite pour savoir combien il gagne, qu'est-ce qu'il fait, combien il paye d'impôts, et celui qui ne paye pas d'impôts, miracle. Enfin bref, bon, vous voyez, donc on est en plein dans la mesure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce que pouvait imaginer Marx, cette société plus libre, etc., c'est une société dans laquelle la hiérarchie est devenue, comment dire, structurée, sclérosée, dans la mesure où elle est devenue numérique, elle est devenue mathématique, elle est devenue comparable. On peut tout comparer, bien entendu, à partir de ça, si vous voulez. Alors, maintenant, si l'évaluation, la comptabilité, la valeur est le point de départ de l'économie, il faut bien comprendre que ce n'est pas pour des raisons métaphysiques. Ce n'est pas parce qu'on va essayer de résumer toutes sortes de choses, ou travail par exemple, hein, la valeur travail, etc. Non, 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 c'est pour des raisons tout simples. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, bien entendu. Ces raisons, c'est purement et simplement, à un moment donné, le roi, le despote, le pouvoir républicain, le gouvernement, vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez, décide de former ou de maintenir, de garder ou de renforcer l'unité de son territoire, l'unité de son royaume, l'unité de son interconnexion, en quelque sorte, bien entendu, et il va se replier sur quelque chose qui est déjà en route, qui est déjà en fonctionnement, etc. Cette espèce d'infrastructure, bien entendu, cette espèce d'infrastructure, c'est purement et simplement l'évaluation totale de toutes les choses, la graduation totale de toutes les choses, l'inscription totale de toutes les choses dans les comptes, etc. Prenons un exemple très simple pour comprendre. Si on se réfère aux plus anciennes civilisations babyloniennes,
celle qui parlait, enfin, qui utilisait ces caractères un peu bizarres qu'on a appelés le caractère cunéiforme, etc. Enfin, des choses un petit peu étranges qu'on a mis si longtemps à décortiquer, à traduire, etc., etc. Alors, vous savez qu'il y a eu des générations, bien entendu, de linguistes, d'anthropologues, d'historiens, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, qui se sont intéressés à ce problème. Comment traduire ce truc-là, etc. Et le jour où ils ont réussi à faire ça, on a fini par réussir, le jour où ils ont fini par réussir à ce truc-là, alors, la déception a été horrible. Qu'est-ce qu'ils disaient dans ces textes qu'ils imaginaient? C'était la parole de Dieu qui allait parler directement par ces caractères si bizarres, etc. C'était tout simplement la liste. Combien le roi avait de cochons? Combien le roi il avait de moutons? Combien le roi il avait de surface de terre? Combien il avait de femmes? Combien, etc. Enfin, vous voyez, des listes. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des proto-comptabilités. La grammaire, le vocabulaire, etc. ont été inventés en liaison avec des proto-comptabilités. Et maintenant, bien entendu, nous sautons les étapes, si vous voulez. Nous ne sommes pas dans une proto-comptabilité, nous sommes dans une forme de comptabilité extrêmement évoluée, extrêmement développée, dont nous verrons très rapidement qu'elle a généré les ordinateurs. Les ordinateurs ont été générés par cette comptabilité, par la nécessité de faire des calculs de plus en plus rapides, de plus en plus amples, de plus en plus colossaux, etc., bien entendu. Mais bon, la calculabilité, c'est vraiment cette chose essentielle. Et je le répète, voilà, si on devait donner une définition de l'économie, on dirait la chose suivante. Tout est évalué, tout est mesuré. Et ce qui n'est ni évalué ni mesuré n'existe pas. Mais au sens très fort, n'existe pas. Au sens très précis, il doit disparaître. Il doit disparaître, anéantir, etc., bien entendu. Alors, comment on va définir l'être économique, l'homme économique, etc., d'une première approche, etc. C'est très simple. C'est celui qu'on peut inscrire dans un tableau. Ah, c'est quoi un être économique? Il y a un tableau, je l'inscris dans un tableau, voilà, c'est devenu un être économique. Voilà, c'est très extrêmement important. Et tout le monde aura son tableau, ou tout le monde aura sa ligne dans un tableau, etc. Puis on pourra combiner les tableaux, on fera de la comptabilité nationale, on fera des choses comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde sera bien entendu inscrit là-dessus. Alors l'économie, elle constitue, on le voit, ça commence à s'approcher petit à petit, elle constitue cette religion civile que tous les pouvoirs attendaient. On a tenté toutes sortes de religions civiles pendant des siècles. Le christianisme a servi de religion civile. C'était à la fois une religion religieuse, si j'ose m'exprimer ainsi, et aussi une religion politique. Là, on n'a pas besoin de religion religieuse, puisque ça se confond en quelque sorte. On n'a besoin que de la religion civile, c'est-à-dire il faut que les gens croient à l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire que les gens croient à l'économie? La réponse est très très simple, qu'ils obéissent au canon de l'économie, qu'ils se conforment comme l'économie leur impose de le faire. Le reste, on n'en a rien à faire. Vous pensez ce que vous voulez, ça complètement indifférent à partir du moment où vous vous comportez de manière économique. Vous vous comportez de manière économique, c'est-à-dire vous aimez la propriété, vous aimez votre maison, votre chien, votre voiture, votre femme le samedi, elle vous emmerde à vous faire voyager dans tous les magasins de fringues qui peuvent exister dans une ville, etc. Ah ben voilà les croyants en économie. C'est pourquoi ils ont déserté cette église et qu'ils sont dans une autre église qu'on va appeler la rue commerçante, qu'on va appeler le centre commercial, vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez, bien entendu, où il y aura la prodigieuse expansion de la marchandise, comme le disait Marx, etc., qui va être disponible. Et puis, vous savez, on pourrait même utiliser un mot plus développé que Marx, dire le musée, il n'est plus là maintenant. Le musée, il est dans la rue. On voit tout dans la rue. Et tout est achetable en plus. C'est formidable. Quand je viens dans une église, je ne peux pas partir avec un pilier sous mon bras, etc. Pourtant, j'aurais bien envie. C'est tellement beau, etc. Je le ramènerai chez moi, etc. Tandis que quand je vais dans un magasin, je peux l'acheter, je pars chez moi, etc. Il n'y a pas de problème. On ne va pas dire que je suis un vandale. Allez, voilà. Non, je suis un bon sujet économique, etc. Et je fais, bien entendu, tourner le circuit. Alors, la grande évaluation monétaire, la grande conformation, si vous voulez, des circuits, cette religion qui va permettre à l'économie de fonctionner, elle va exiger, je viens de vous l'expliquer, quelque chose de très important, c'est-à-dire un ensemble, mais très strict, très rigoureux, de comportements typés. Voilà. Et maintenant, si on s'arrête un petit peu sur ce point, on peut avoir un passage vers qu'est-ce que c'est que la science économique. La science économique, ça va être une espèce de psychologie autoritaire de la manière dont les gens doivent se comporter. Vous savez que la psychologie, on a l'habitude de définir la psychologie comme elle décrit les comportements.
L'économie ne décrit pas les comportements, elle n'a rien à foutre de décrire les comportements parce qu'elle, elle sait quel comportement vous devez avoir. Donc elle ne va pas du tout se soucier si vous êtes bipolaire, tripolaire, quadripolaire, n'importe quoi, ça c'est pas son problème. Le problème c'est que vous êtes unipolaire. Unipolaire, ça veut dire vous avez un porte-monnaie bien rempli, le samedi vous allez dans les magasins et les billets ils coulent, etc. Voilà, hein. C'est vraiment une norme étroite dans laquelle un tunnel, pratiquement un tunnel dans lequel vous devez fonctionner, etc. Qu'est-ce qu'elle fait l'économie? Allez, disons-le d'un mot tiré de films que vous connaissez bien, elle produit à la chaîne des zombies, mais des zombies avec des caddies. Hein, vous voyez, vous connaissez tous ces films de zombies où quand les gens sont morts, eh bien, en ressuscitant ou je ne sais pas trop quoi, en étant transformés en zombies, alors bon, je ne décrirai pas ce que c'est qu'un zombie, mais eh bien, ils se retrouvent avec un caddie entre les mains et hop, etc. Voilà, c'est ça l'homo economicus. L'homo economicus, l'homme typé, avec son comportement typé, etc. C'est celui qui va se coucher dans son caddie, etc., qui déplace ses fringues dans son caddie, etc. Même le clochard a un caddie. Enfin, vous voyez, donc, nous en arrivons bien entendu à cela. Et ici, je dirais, d'un point de vue politique, c'est extrêmement simple et extrêmement important. Toutes les actions, tous les comportements, et finalement toutes les pensées, petit à petit, doivent se couler dans un moule unique. Doivent se couler dans un moule unique. Et c'est ça qui est extrêmement important. Naturelle de l'économie, non pas qu'elle serait naturelle en ce sens qu'elle pousse sur un abricotier ou je ne sais pas trop quoi, ou etc., sur des haricots. Bon, non, pas du tout. C'est parce qu'il y a comme un destin. Il y a comme un destin. Et ce destin, on ne voit pas très bien comment le surpasser ou comment le dépasser, puisque justement ce destin, c'est la force surpuissante qui nous oblige à agir de telle manière qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça l'idée.